Den 15 maj fick vi besök från Frankrike på Riks. Det var Marion Maréchal, tredje generationen politiker i släkten Le Pen, som kom till Stockholm och som då ville passa på att besöka Riks. Marion Maréchal engagerade sig först i Nationell Samling, det parti som hennes morfar Jean-Marie Le Pen en gång grundade och som länge hette Nationella fronten och som hennes moster Marine Le Pen nu leder. Men efter Marine Le Pens misslyckade presidentval 2017 hoppade den unga och lovande Marion Maréchal av partiet och lämnade politiken under några år. Inför det senaste presidentvalet 2022 anslöt hon sig dock plötsligt till det nya högernationalistiska parti Reconquête, återerövring, som grundats av Éric Zemmour för att stödja hans presidentvalskampanj. Nu är Marion Maréchal vice ordförande i partiet och många ser henne som den franska högerns största framtidshopp. Riks passade naturligtvis på att intervjua Marion Maréchal. Vi ville veta varför hon har bytt parti och varför hon vill se en höger som talar om kultur och civilisation. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Bienvenue en Suède. Merci. Et surtout bienvenue ici à Riks. Alors pourquoi cette visite en Suède? Alors je suis venue avec mon collègue Nicolas Bay porter la voix du jeune mouvement de Reconquête, qui est un nouveau parti français qui a maintenant 1 an d'existence, qui est né au moment des élections présidentielles derrière la candidature d'Éric Zemmour. Et l'objectif, c'est de rencontrer un certain nombre de responsables du Parti des démocrates suédois, qui sont aussi membres du groupe des conservateurs au Parlement européen, parce que l'un des objectifs que nous avons, nous, à Reconquête, aux prochaines élections européennes, c'est bien sûr de rentrer avec une délégation française et de participer, je l'espère, à ce groupe des conservateurs et à la grande recomposition de la droite européenne après les prochaines élections. Je crois que le public suédois connaît le Rassemblement national comme parti politique, mais vous avez donc choisi de rejoindre le nouveau parti d'Éric Zemmour, Reconquête, comme vous l'avez dit. Pourquoi ? Oui, alors moi j'étais à l'origine, j'ai été députée du Rassemblement national quelques années, puis j'ai quitté la vie politique en 2017 parce que j'ai monté une école supérieure dans le privé, et puis je suis revenue en politique parce que j'ai trouvé dans Reconquête les idées qui étaient les miennes et que je défendais déjà à l'époque au Rassemblement national et qui n'étaient pas forcément entendues. Plusieurs idées, l'une des premières, c'est déjà l'idée de défendre la coalition des droites en France. Vous savez que culturellement en France, les droites se refusent à travailler ensemble. Je pense notamment aux Républicains, qui était l'ancien parti de Nicolas Sarkozy. C'est ma prochaine question. Je vous double, je vous avance. Oui. Et vous en ferez une autre comme ça. Au Rassemblement national et aujourd'hui à Reconquête. Et je trouve ça très malheureux parce que ça fait maintenant en France 3 présidentielles qui sont perdues par la droite et gagnées par la gauche ou le centre-gauche, alors que le bloc de la droite est majoritaire dans notre pays et que l'ensemble des électeurs de droite sont très majoritaires aussi à vouloir cette coalition. Donc ça, c'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est bien sûr une question de ligne, mais j'imagine qu'on rentrera dans le détail avec vous dans un instant. Oui, donc si vous pourriez essayer de définir une différence décisive pour vous, d'un point de vue idéologique peut-être, entre Rassemblement national et Reconquête. Qu'est-ce que ça serait? Alors, nous aujourd'hui à Reconquête, nous nous définissons comme de la droite civilisationnelle. Ça veut dire que nous considérons que le combat pour la civilisation est absolument prioritaire. Derrière la civilisation, il y a quoi? Il y a bien sûr la question de l'identité, de la culture, de l'éducation et du patrimoine. Et c'est pourquoi nos premiers sujets d'engagement, c'est bien sûr derrière ça l'immigration, l'islamisation, la question de l'école bien entendu et la question du wokisme. Donc ça veut dire nos premières batailles. C'est on va dire une différence avec le Rassemblement national qui bien sûr s'oppose à l'immigration mais qui lui l'aborde plutôt sur les questions économiques et sociales que vraiment sur le plan culturel. Je vous donne un exemple très précis. Par exemple, les dirigeants du Rassemblement national aujourd'hui expliquent que l'islam n'est pas incompatible avec les valeurs de la République française. Nous considérons à l'inverse que la charia n'est pas compatible aujourd'hui avec les traditions, les cultures, les modes de vie européens et en particulier français, et que si l'islam demain devenait majoritaire en France, ce ne serait pas seulement un problème économique et social, ce serait aussi un problème économique, social et sécuritaire, mais c'est surtout avant tout un problème identitaire et culturel. Donc ça c'est une différence. Il y a aussi des différences sur le plan économique. Reconquête est un parti de droite attaché aux libertés économiques, donc un parti qui considère aujourd'hui que l'État tel qu'il existe en France, c'est-à-dire un État qui se
qui est bureaucratique, technocratique, qui impose une surfiscalité, qui va s'écarter de plus en plus de ses missions fondamentales, ses missions régaliennes pour devenir une espèce de guichet social, et la négation même de l'esprit entrepreneurial que nous avons envie de défendre et de la subsidiarité. Et donc nous sommes par exemple moins étatistes et j'ai même envie de dire moins socialistes que ne le serait le Rassemblement national. Oui. Et le Rassemblement national, quelle est sa position à propos de la question de l'identité et de la culture ? Vous pensez que ce parti a oublié cette dimension ? Je pense qu'aujourd'hui, ils en font moins une priorité. Je pense qu'aujourd'hui, ils se définissent avant tout comme le parti du pouvoir d'achat, alors qui est un sujet très important pour les citoyens. Je ne nie pas du tout cela. Mais c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes priorités, eux et nous. Nous, clairement, on a mis la question identitaire au premier plan. Et ça, c'est une différence qui a été particulièrement visible au moment des élections, des dernières élections présidentielles. Oui. Si on revient à la question des coalitions des droites, puisqu'en Suède, la droite nationaliste, les démocrates de Suède, exercent maintenant une influence considérable sur la politique du gouvernement, puisqu'il y a une coalition entre 4 partis de droite, y inclut un parti plutôt centriste. Est-ce qu'on peut s'imaginer une situation pareille en France ? Est-ce que ça serait possible ? En tout cas, je l'espère, et c'est ce à quoi nous travaillons à Reconquête, parce que c'est vrai qu'on a l'exemple suédois, on a l'exemple finlandais, on a l'exemple hongrois, on a l'exemple polonais, on a l'exemple italien, bien évidemment. On a même des coalitions de droite dans certains pays au niveau local, je pense à l'Espagne. Et d'une certaine manière, la France fait exception. Et c'est très malheureux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la droite ensemble est majoritaire. Le problème, c'est qu'aux dernières élections législatives, parlementaires, le Rassemblement national a refusé cette coalition et avec pour résultat aujourd'hui que nous nous sommes potentiellement privés d'une majorité relative à l'Assemblée, puisqu'il y a des sondages qui expliquaient qu'ensemble nous aurions pu obtenir une majorité relative. Donc je pense que l'un des rôles de Reconquête, ça va être justement de défendre cette idée dans les années à venir et d'être suffisamment fort au niveau électoral pour imposer finalement cette coalition à ceux d'en face, non seulement bien sûr le Rassemblement national, mais aussi une partie des républicains, donc ce qu'on appelle la droite plutôt centriste, parce qu'il y a des gens dans ce mouvement avec qui nous avons quand même des choses à faire. Et quelles ont été raisons pour refuser de la part de Rassemblement national cette coalition ? Alors, figurez-vous que ça va, on va dire, vous expliquer un peu les différences de priorité, puisque l'un des arguments qui a été donné, c'est que Reconquête, donc le mouvement auquel j'appartiens, n'avait pas la même position que le Rassemblement national sur les retraites. Ah, d'accord, pour vous expliquer pourquoi c'est devenu une priorité pour le Rassemblement national. Donc le Rassemblement national défendait une retraite à 60 ans, puis maintenant, 62 dans des conditions très favorables, et à l'inverse, le Rassemblement national et le Reconquête, notre mouvement, défend une réforme des retraites et un allongement de la durée de cotisation pour des raisons liées à l'espérance de vie. Et Marine Le Pen, donc présidente du Rassemblement national, a expliqué qu'elle ne pouvait pas travailler avec des députés de Reconquête qui, eux, seraient pour ce type de réforme. Ce qui vous explique bien, en fait, aujourd'hui, où se situe pour eux la priorité. Si on parle un peu, vous avez déjà abordé le sujet, mais si on parle un peu de l'actualité politique française, j'ai vu qu'en France, il y a des protestations locales en ce moment dans de petits villages contre une sorte de répartition des immigrés. Il s'agit de quoi, là ? Alors, tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de répartir l'immigration, et notamment les immigrés clandestins, bien sûr, dans les campagnes françaises. Alors, nous sommes très hostiles à ce projet, très investis au niveau local pour porter des manifestations et être le porte-voix de la population qui n'est pas entendue. Et nous avons d'ailleurs obtenu des succès parce qu'il y a 2 centres de migrants, 2 projets de centres qui ont été abandonnés grâce notamment à Reconquête et à l'investissement de Reconquête sur le terrain. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est d'essayer de cacher cette immigration de masse, finalement, en la répartissant dans les territoires. Et ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est qu'on importe du coup toutes les problématiques dans ces territoires. Donc des problématiques de chômage, des problématiques de difficultés d'intégration, des problématiques bien sûr sécuritaires, des problématiques culturelles à des territoires qui étaient relativement préservés. Mais surtout, on ne répond pas aux problèmes de ces territoires. J'imagine comme
peut-être en Suède, dans certains territoires, on a aujourd'hui dans ces campagnes un manque de services publics, on a plus d'emplois, on n'a plus d'hôpitaux, les petits commerces ferment, on n'a plus de lignes de transport. Et le gouvernement, au lieu de s'attaquer à ces vrais problèmes, préfère expliquer qu'en fait, en envoyant des immigrés, il va remettre de la démographie dans ces territoires et donc finalement, ça va régler le problème. Bon, vous voyez bien que c'est d'une hypocrisie et d'une bêtise absolument invraisemblable. Et ça donne aussi peut-être à certains Français un sentiment qu'on n'arrive jamais à échapper à l'immigration, n'est-ce pas? C'est le but d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est de nous expliquer que de toute façon, nous n'y échapperons pas, y compris les Français qui ont parfois quitté les villes pour aller dans les campagnes, pour échapper justement à cela, se retrouvent rattrapés. Mais bon, ce qui est plutôt rassurant, c'est que ces Français de ces campagnes, bien que pour certains, ils ne connaissaient pas encore l'immigration, sont très majoritairement hostiles à cette répartition parce qu'ils voient bien ce qui se passe aujourd'hui en France et que vous connaissez, vous, en Suède, de manière très spectaculaire et très accélérée, mais que nous, en France, nous connaissons maintenant depuis des décennies. C'est-à-dire l'apparition de zones entièrement islamisées qui échappent complètement au contrôle de l'État, qui est régie en partie par le trafic de drogue, qui a vu la délinquance et notamment les agressions et les viols, et les agressions sexuelles et les viols exploser. Voilà, et tout ça, ils n'en veulent pas dans leur campagne, bien sûr. Et dans ces protestations, il y a aussi eu des violences parfois, n'est-ce pas? J'ai vu que quelque part que vous avez dit que le gouvernement cherche maintenant à instrumentaliser cette violence pour culpabiliser les Français qui s'opposent à l'immigration. Vous pouvez développer un peu? Oui, bien sûr. En fait, il y a, si vous voulez, il y a un acte malheureux qui s'est passé, mais qui n'a absolument rien à voir avec Reconquête. C'est qu'il se trouve que le domicile d'un des maires qui voulait imposer à la population cette répartition des migrants contre l'avis de la population a été incendié. Alors, on ne sait absolument pas d'où vient cet incendie. Personne ne l'a revendiqué. Évidemment, toute la classe politique, nous compris, avons condamné. Mais il y a une espèce de jeu du gouvernement pour utiliser cette affaire pour culpabiliser finalement l'opinion, pour bâillonner les oppositions politiques et pour expliquer que finalement s'opposer à la répartition des migrants, c'est valider la violence, qui évidemment n'a rien à voir. Donc on voit bien que le gouvernement aujourd'hui est confronté à une telle opposition de la population qu'il utilise des stratagèmes extrêmement pervers, extrêmement malhonnêtes finalement pour interdire le débat et pour culpabiliser les personnes. Oui. Et un autre sujet, puisqu'une chose dont on a entendu parler même en Suède, c'est l'intention annoncée par Emmanuel Macron en 2020, je crois, de lutter contre l'islam radical, après des attentats terribles. Alors, les résultats de cette lutte contre l'islam, qu'est-ce que vous dites? Alors, déjà, il faut que vous sachiez une chose sur Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas l'homme de ses discours. Okay. Il a beaucoup, c'est un communicant, c'est un séducteur, c'est un marketeur, mais c'est un homme qui n'a aucune véritable ligne idéologique, qui est capable de dire tout et l'inverse de tout, et surtout qui n'a pas de suivi dans les actions. En revanche, il y a un sujet sur lequel il a été très clair et très constant, c'est la question de l'immigration. Faut savoir que Emmanuel Macron a expliqué pendant sa première campagne présidentielle qu'il n'y avait pas de culture française. Il n'y en avait pas. Qu'il n'y en avait pas. Okay. Qu'il n'y avait pas de culture française, que la culture française n'était finalement qu'un mix de plein de cultures différentes, et que l'immigration, bien sûr, était une richesse. Et il est aujourd'hui le président record de l'immigration légale et illégale dans notre histoire. Nous n'avons jamais eu autant d'immigration dans notre pays, qu'il s'agisse des demandeurs d'asile, qu'il s'agisse de l'octroi de visas, qu'il s'agisse même simplement d'une immigration clandestine arrivée par le sud, par les Alpes, notamment d'Italie. C'est extrêmement spectaculaire. Nous avons aujourd'hui plus de nationalisation, de personnes qui obtiennent la nationalité, que d'expulsion. Ou même et plus de régularisation, donc de personnes qui obtiennent des titres alors qu'ils sont rentrés clandestinement, une fois de plus, que d'expulsion. Donc c'est une faillite totale de l'État, mais c'est surtout une adhésion idéologique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, alors que tout prouve depuis des décennies que ça ne marche pas, on a encore un gouvernement qui prépare un projet de loi pour pouvoir régulariser des clandestins dans les secteurs de métiers qui sont dits en tension, c'est-à-dire qui manquent de main-d'œuvre. Alors que ça fait 40 ans qu'on importe de la main-d'œuvre immigrée et que ces métiers sont toujours en tension. Donc il faudrait peut-être changer de stratégie. Oui. Mais voilà, on continue d'être sur ce logiciel. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que comme la question de l'islamisation
est directement liée à la question de l'immigration et que la question de l'islamisme radical, évidemment, est directement liée à la question de l'islamisation, vous voyez bien que tant que vous ne traitez pas cette question de l'immigration, mécaniquement, bien sûr, vous favorisez le risque terroriste parce que ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que nous avons des enclaves territoriales complètement islamisées dans lesquelles il y a une réislamisation des populations. Il faut comprendre qu'en France, le port du voile a augmenté de 55% sur les 10 dernières années. Ça veut dire que, y compris les nouvelles générations de musulmans qui sont nés en France, parfois deuxième ou troisième génération, reportent le voile quand leur grand-mère ne le portait pas. Donc il y a ce phénomène-là. Et il y a aussi un phénomène d'ingérence étrangère très forte avec des pays musulmans étrangers, Qatar, Arabie Saoudite, Turquie pour ne citer que, mais aussi des pays du Maghreb, qui financent aussi des actions de réislamisation, des mosquées, des associations sur nos territoires et qui participent finalement avec une lecture de l'islam qui est une lecture qu'on appelle aujourd'hui wahhabite, c'est-à-dire une lecture plutôt radicale, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 65%, je dirais même 70% de mémoire, des jeunes musulmans dans notre pays qui considèrent que la charia, donc les lois islamiques, sont au-dessus des lois de la République. Donc ils n'adhèrent plus à cette idée de laïcité et qui considèrent que finalement l'islam, avec son code civil, doit dominer tout le reste. Donc vous voyez bien les problèmes immenses auxquels nous sommes en train d'être confrontés. Oui. Et à propos alors donc de cette idée d'une droite civilisationnelle, est-ce que ça c'est une droite qui s'oppose essentiellement à l'islam, mais il doit y avoir d'autres aspects aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait pour moi la civilisation c'est un ensemble. Donc il y a bien sûr la question de l'identité, c'est-à-dire des mœurs, des modes de vie, des principes fondamentaux qui régissent notre société, des valeurs fondamentales sur lesquelles on s'accorde, l'organisation de la société. Il y a aussi bien sûr la question culturelle, la question une fois de plus de l'éducation et la question plus générale du mode de vie aussi, du rapport au monde, du rapport aux autres. Moi je trouve qu'il y a un modèle qui est intéressant, qui est celui du Danemark. Le Danemark a conduit une politique très restrictive d'immigration depuis quelques années et ils se sont entendus droite et gauche sur cette politique autour de l'idée de défendre leur modèle d'État-providence. Ils ont compris qu'il n'était pas possible de défendre leur État-providence tout en ayant les frontières ouvertes parce qu'évidemment cela ne fonctionnait pas pour deux raisons. La première raison, c'est que économiquement ça n'était pas viable parce que vous le voyez en Suède, mais c'est la même chose en France. Nous avons des populations qui arrivent massivement, qui sont peu qualifiés, qui ont beaucoup de mal à s'insérer professionnellement, donc qui pèsent très lourd sur les politiques sociales. Et ça n'était pas possible non plus sur l'idée même de solidarité et de fraternité. Parce qu'un État-providence fort, il fonctionne quand il y a une solidarité au sein de la population. Oui, évidemment, j'accepte qu'on prélève une partie de mes revenus pour aider mes compatriotes parce que j'ai le sentiment de partager quelque chose avec ces compatriotes. On fait partie d'un peuple. Quand vous êtes dans des sociétés qui sont éclatées, divisées, communautarisées, qui ne partagent plus ni la même religion, ni les mêmes modes de vie, ni les mêmes principes fondamentaux, bah évidemment, vous brisez cette fraternité, vous brisez cette solidarité, donc vous brisez même ce qui est le moteur finalement qui permet le carburant de cet État-providence. Et donc je trouve ça très intéressant parce qu'une fois de plus, derrière la civilisation, il y a aussi un modèle de société et donc c'est tous ces sujets-là qu'on traite en cohérence, bien sûr, quand on s'appelle la droite civilisationnelle. Oui, mais il s'agit aussi de l'identité, n'est-ce pas? Puisque moi j'ai l'impression, j'ai suivi un peu Éric Zemmour pendant quelques années et je dirais que peut-être un de ses apports principaux, ça a été de donner une sorte de légitimité intellectuelle à une affirmation de soi. C'est-à-dire que c'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre continent, que la droite traditionnelle n'a pas la force de formuler. Oui, le parcours d'Éric Zemmour est très intéressant parce qu'Éric Zemmour, à l'origine, c'est un intellectuel, c'est un écrivain, c'est un essayiste très connu en France, qui a été considéré pendant longtemps comme un peu l'intellectuel organique de toutes les droites françaises et qui s'est donc lancé en politique. Il a un parcours personnel particulier puisque lui, il vient d'une famille juive d'Algérie, il est immigré, sa famille est immigrée, donc c'est un produit de l'assimilation française. Oui. Il est devenu un patriote, on va dire, un Français de cœur total.
Et donc, c'est vrai qu'il a participé, j'aime bien cette expression, mais il a participé à réarmer moralement les Français, à briser l'espèce d'ethnomasochisme, de culpabilisation mentale dans laquelle on est enfermé, qui est alimentée notamment à l'école, dans les universités, dans le débat public, par les politiques. Et donc, oui, il a expliqué à ces Français qu'ils étaient quelque chose déjà. Parce qu'on passe leur temps à leur dire que finalement qu'ils ne sont rien, qu'ils étaient quelque chose, que leur culture avait une singularité, que cette singularité elle avait le droit et même elle devait être défendue, qu'on avait droit d'ailleurs de considérer que sa culture, d'aimer plus sa culture que celle des autres, et que les peuples avaient le droit à une continuité historique. Et donc c'est vrai qu'il a, je pense, libéré d'un poids beaucoup de Français qui ressentaient ça de manière, on va dire, intime, mais qui n'osaient pas l'exprimer et encore moins le traduire dans leur vote. Oui. Et on va finir avec la question de la démographie. Et nous parlons beaucoup de démographie ici à RIX, puisque la Suède subit en ce moment des changements démographiques dramatiques, puisque maintenant nous avons une population de 10 millions et demi, et 2 millions sont nés à l'étranger. Et puis il faut ajouter les immigrés de deuxième génération, bien sûr. Et j'ai vu que vous avez dit récemment dans une interview que la démographie fait l'histoire et que le nombre fait la loi. Ça veut dire quoi? Oui, en fait, en réalité, vous savez, en France, nous sommes face à un phénomène similaire à celui que vous vivez. C'est-à-dire que, alors nous avons, les statistiques ethniques sont interdites en France, donc c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis, mais quand on recoupe toutes les données, on peut estimer qu'il y a à peu près entre 10 et 12 millions de musulmans en France. Okay. Donc c'est sur une population de 66 millions. Donc vous voyez, proportionnellement, on n'est pas très loin. Non, en réalité, il y a des analyses qui sont faites sur les natalités, sur la natalité notamment. Les populations d'origine extra-européenne font plus d'enfants que les Français, on va dire, de souche. Et à cela s'ajoute évidemment l'entrée de près de 300 000 personnes légalement chaque année, sans compter évidemment l'immigration illégale qui s'ajoute. Donc on est vraiment sur une trajectoire exponentielle. Il y a eu des projections qui ont été faites, notamment par un journaliste qui a travaillé sur le sujet à partir de données officielles européennes, internationales et françaises, qui explique que si nous continuons comme cela, sans même qu'il puisse y avoir un accident de l'histoire, comme un effondrement de l'Algérie, par exemple, vous savez, qui est aux portes françaises, donc qui pourrait accélérer la chose, juste si on continue sur cette trajectoire, les Français de souche se seront minoritaires sur leur territoire en 2050. Ça veut dire que moi, je peux le connaître, mes filles peuvent le connaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes minoritaire chez vous, alors le pays portera peut-être le même nom, mais ce ne sera plus la même personne. Une république islamique française, ça n'est plus la France. Le jour où l'islam, parce que c'est cela aussi dont on parle, parce que derrière ces populations, c'est évidemment des populations majoritairement musulmanes, le jour où l'islam est majoritaire sur le sol français, il se passera exactement ce qui se passe dans l'ensemble des pays où l'islam est majoritaire, c'est-à-dire que la charia s'appliquera. Alors, plus ou moins, et pas forcément selon les mêmes interprétations dans le pays, mais de fait, c'est ce qui va se passer. Et moi qui ai 2 petites filles, je n'ai pas envie de faire partie d'un pays et de les faire vivre dans un pays où la charia domine. Et donc c'est vrai que c'est l'enjeu vital, c'est l'enjeu décisif, c'est le fameux enjeu civilisationnel qui doit tous nous mobiliser, parce que là, il y a une course contre la montre démographique. Et sur le plan économique, la France a connu même par le passé des quasi-périodes de faillite, y compris sous la monarchie. On peut redresser l'économie. C'est réversible, même s'il faut bien sûr c'est compliqué, mais c'est réversible. La démographie, c'est irréversible. Voilà. Le jour où vous êtes minoritaire, vous n'êtes plus libre. Et donc à partir de là, c'est ce que nous essayons tous les jours d'expliquer aux Français, mais qui en ont conscience en réalité, parce qu'ils sont très majoritaires à vouloir réduire l'immigration. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas entendus, donc j'espère qu'on arrivera à les faire entendre d'ici quelques années. Et je dois aussi vous poser encore une question, puisqu'on voit maintenant quand même une réaction à travers l'Europe. Comme en Suède, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la France? Qu'est-ce que vous voudriez comme politique réaliste, si jamais il y aura un gouvernement? Pour réduire l'immigration? Oui. Alors, écoutez, nous, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en réalité, parce que, alors il y a évidemment la question des frontières et de Schengen, mais même en France seulement, il faut savoir que nous avons un accès à la nationalité qui est extrêmement facile, donc il faudrait que nous durcissions l'accès à la nationalité, il faudrait supprimer le droit du sol. Nous avons un droit du sol qui fait que lorsqu'il suffit de naître sur le territoire français, et avec quelques petites conditions supplémentaires pour avoir automatiquement la nationalité, il faut mettre fin au droit du sol et réserver la nationalité à ceux qui ont
ou le droit du sang par filiation ou par naturalisation, c'est-à-dire en répondant à des critères très exigeants de maîtrise de la langue, de respect des valeurs du pays d'origine. Il faudrait aussi avoir une politique sociale moins incitative à l'immigration. Nous avons une politique sociale parmi les plus, probablement d'ailleurs la plus généreuse du monde. C'est une des choses qu'on va essayer de changer en Suède. Et c'est évidemment la première chose, parce que c'est un appel d'air. Et donc je vais vous donner un exemple. Il faut savoir qu'en France, quand vous êtes clandestin, que vous rentrez donc en violant la loi sur le territoire français, l'ensemble de vos soins médicaux sont intégralement pris en charge, gratuits. C'est-à-dire que vous êtes français, ou vous êtes même un étranger en situation légale, vous payez pour avoir accès à la santé, vous êtes clandestin, tout est gratuit. Voilà. Ah bon. Donc, et ça n'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines que je pourrais vous donner. Donc vous comprenez bien que, évidemment, tout cela est su et est connu, et c'est ainsi qu'on a un appel d'air permanent à venir s'installer, parce qu'à côté de ça, il y a bien sûr des allocations familiales, il y a des aides au logement, diverses et variées. Et donc c'est vrai que ça, c'est une marge de manœuvre évidemment très importante. Il faut aussi réformer notre droit d'asile, parce que le droit d'asile, normalement, c'est un droit d'accueil individuel. Ça n'est pas un droit d'accueil de population et de groupes d'humains. Or aujourd'hui, dans les critères aujourd'hui de notre droit d'asile, sachant qu'il y a à peu près 250 millions de personnes qui vivent directement des guerres ou des conflits dans leur pays d'origine, nous pouvions avoir potentiellement 250 millions de personnes éligibles au droit d'asile, pour ne citer que cela. Oui. Donc en fait, on a beaucoup de marge de progression, et puis il faut aussi avoir une politique de remigration, c'est-à-dire de personnes étrangères qui sont sur le sol français ou qui sont durablement au chômage, c'est-à-dire qui ne trouvent pas d'emploi, donc qui ne s'insèrent pas par le travail, donc qui n'ont pas de raison de rester sur le territoire, des remigrations aussi de la délinquance étrangère. Parce que ce qui est incroyable, c'est que nous avons énormément d'étrangers qui commettent des actes parfois extrêmement graves sur le sol français et qui ne sont pas expulsés à l'issue de ces actes et qui restent en France. Et là, de ce point de vue-là, il y a des choses aussi intéressantes qui sont faites au Danemark. Et donc quand on met ça tout bout à bout, la politique peut reprendre le contrôle. Encore faut-il le vouloir. Oui. Je crois qu'on finit là. Marion Maréchal, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Ça a été un plaisir de vous accueillir ici. Partagez. Merci. Et merci à vous tous d'avoir regardé RIX. À bientôt.